donc c'était il y a combien de temps, 2018 7 ans. 7 ans. Oui, c'est Désolée de vous clairement. le dire, mais donc 2018 c'était il y a 7 ans et elle a écrit une centaine de romans. Recentrons le débat. Donc en 2020, elle a publié 16 livres. Alors nous, on a lu le trône du magicien, le trône des magiciens, pardon. L'Académie des Dragons, le tome 1 de Kira's Time Rider. Exactement. Comment est-ce qu'on peut arriver à pondre plus d'un livre par mois? Il y a un dragon qui ressemble à une gargouille. À une gargouille pas très belle. Bon alors avant de se lancer à fond dans le sujet, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez pensé du livre que vous avez lu? Commence Marine. On va commencer par Marine. Ah bah j'ai dit elle. Et ben d'ailleurs, pour en revenir à Jupiter Phaeton, qu'est-ce que vous avez pensé de sa langue, de sa plume à cette autrice? Alors on a déjà un peu abordé le sujet, est-ce qu'on peut creuser ça? La syntaxe est extrêmement redondante, on a vraiment sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. Des fois, on a le droit complément, sujet, verbe. Ouais, Voilà. c'est vrai. On a des petites machins, mais la plume, on a des mots simples. On n'a pas un vocabulaire qui est très très recherché, on n'a pas des formulations très recherchées. Comme disait tout à l'heure Rosa, parfois on utilise, et Lupi, parfois ils n'utilisent pas les bons mots aux bons endroits. Et ce qui fait que la narration tourne en rond, Oui. en fait, dans les Il y a explications. des répétitions. Il y a des répétitions. Il y a des fautes à l'oral. Je n'ai pas lu le texte. Je n'ai pas eu le texte sous les yeux. Donc je ne peux pas dire officiellement s'il y avait beaucoup de coquilles. Mais j'ai entendu à l'oral des fautes. Je jure, hein. Oui, c'est vrai. Moi j'avais, Oui, si on en a entendu aussi. il y a un moment donné, si j'étais, j'aurais Sur le fait. conditionnel. Oh mon dieu, ça m'a heurté. Ça m'a heurté. Oui. Si On en a plus eu un exemple imparfait, dans la nôtre. ça égale pas au conditionnel passé. C'est pas possible. Ouais. Le style est... Blesser le petit cœur de Lucie. Ah oui, moi j'ai été brisée. Hein. Le style est un peu plat. Moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'il n'y a pas de rythme dans l'écriture. En général, on varie la longueur des phrases, la syntaxe des phrases, etc. pour créer du rythme et donner envie au lecteur de continuer la lecture. Et là, preuve en est, on s'est toutes les trois endormies à des moments différents dans la narration. Ah, c'était Donc pas ça veut volontaire, dire que... hein. Et c'est pas volontaire. Ça veut dire qu'en fait, la narration nous berce. Donc, qu'il n'y a pas de rythme et qu'il n'y a pas de coupure dans les rythmes Et de ça- phrases. Ça n'a rien à voir avec la qualité de l'audio, hein, parce que Non. la narratrice. La narratrice, était bien, elle avait rien voilà. on n'avait rien à dire à la narratrice. C'est pas le c'est boulot vraiment a été fait. Hein. le, Parce que le, voilà. le travail de fond sur l'écriture et sur le rythme pour accrocher et rester accroché. Il n'est pas ou pas suffisamment travaillé. Voilà. La sensation qu'on a eue. Oui, c'est une. C'est un avis. Je rappelle que C'est- ce ne sont que des avis de personnes qui ont lu, Très très personnel. qui sont personnels et qui n'ont pas lu le livre en entier. Voilà. Je rappelle et je le redis, on essaye de ne pas être condescendante. On fait ce qu'on peut. En duplex, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce que les filles viennent de dire? Bah, on a eu la même impression, donc. Ouais, on a la même impression, puis comme je dis, hein, ça manque de travail, et comme je disais tout à l'heure, le travail ça prend du temps, sauf que ce temps-là, elle ne le prend pas. Et voilà, il suffit de faire de plus d'eux, hein, c'est pas magique, contrairement au trône, hein, mais Ça me rassure de savoir que je suis pas la seule à m'être endormie. Voilà. Ah mais on s'est endormi en voiture, on n'était même pas allongé dans un lit quoi. Je conduisais. Et puis à un moment, Moi j'étais. je me suis rendu compte que ça dormait derrière. Oh mais j'ai honte. Mais si tu savais à quel point j'ai honte. Faut pas. Moi aussi, Bah, je me ça. suis endormie quand on Faut était pas. dans le canapé. Il y en avait une qui faisait du coloriage pour s'occuper les mains. Toi, t'étais sur ton téléphone en même temps parce que tu t'ennuyais. Et moi, je me suis endormie dans le canapé. Bah, c'est pas que je m'ennuyais, c'est que. Mais même je regarde un film qui m'intéresse, faut que je sois occupée. C'est pas. Ça c'est D'où pas. le cahier de coloriage. C'est pas du tout un critère. C'est parce que j'ai Pardon. besoin d'être occupée. Rien à voir. Et surtout, en fait, cette narration, elle n'arrive pas à capter suffisamment le cerveau pour qu'on n'ait pas envie de faire autre chose. Oui, c'est vrai. Puis comme le personnage, t'arrives pas à t'y attacher, ou même les personnages secondaires, enfin en tout cas ça a été mon cas à moi,
c'est compliqué de rester investi dans les actions, quoi. Et quid de dialogue dans tout ça? Oh purée, non, je dirais rien. Est-ce que les dialogues... En fait, Non, je m'abstiens de toute réponse. est-ce que les dialogues si. sont nécessaires? Si, il y avait tellement de choses à dire dans ce oh purée. Parce que, en fait, les dialogues, on a l'impression que tout est superficiel. Ça ne sert pas la narration. Ça ne sert pas à avancer dans l'intrigue. Ça ne sert pas à décrire les personnages. Tous les dialogues, on pourrait les enlever, sauf les dialogues explicatifs, qui sont donc des dialogues de tel, qui sont là pour expliquer ce qui se passe. Et sinon, tout le reste, soit c'est prévisible, soit c'est enlevable. Enfin, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et j'ai vraiment... Et les voix sont interchangeables aussi. Oui. Il y a certains personnages moins que d'autres, mais tu as des voix effectivement qui... Tu sens que le personnage, il a été inspiré d'un espèce de petit mix d'autres personnages, d'autres livres, d'autres... voilà, je pense surtout à l'échange entre... alors je suppose que c'est le prince et Kira, parce qu'on sait pas, techniquement là où on en est, on sait pas. Mais je suppute que c'est ça, parce que honnêtement, c'est tellement flag que ça peut pas être autre chose. Et je me suis vraiment, c'est vraiment genre, t'as l'impression que c'est un espèce de ping-pong, mais je sais pas, c'est artificiel. Elle est une construction d'une espèce de tension là où t'as pas besoin de mettre de la tension. Et je sais pas, tu vois, pourquoi il y a cette agressivité sous-jacente, pourquoi il y a ce rejet sous-jacent, alors que visiblement ça n'a rien à voir avec ses origines de Shona. Donc c'est pas très compréhensible en fait. Des fois t'as des réactions de personnages qui sont excusez-moi, qui sont proprement immatures. Et ça n'a rien à voir, je pense, avec l'âge de certains personnages, malheureusement. Oui, je suis d'accord. Non, parce que même les personnages qui sont censés avoir 40 piges, ils s'expriment avec la même immaturité que ceux qui en ont 17. C'est écrit pour un public de jeunes adultes, mais quand on lit les dialogues des personnages, on a la sensation que tous les personnages qui parlent, ils ont 15 ans. Et je ne dénigre pas les adolescents, je travaille avec tous les jours, donc ce sont des problématiques hyper importantes et intéressantes, mais ce sont pas les mêmes que celles de personnages qui ont 17, 18, 22 ou 40 ans. Kira a 16 ans dans le livre. Kira, enfin il me semble, oui, Kira a oui, 16 ans. Il y a des personnages qui ont des âges différents, visiblement. Je crois que le prince a une vingtaine d'années et t'as vraiment l'impression qu'il agit comme Kira. Et en fait, ce qui me dérange par rapport à ce personnage de Kira qui agit avec une certaine immaturité, c'est que je ne comprends pas son immaturité. Parce que quand on est immature, c'est qu'on a eu la vie facile. Oui, c'est vrai. Alors que Kira, on nous répète que c'est une Shona, qu'elle vit dans la misère, qu'elle est stigmatisée, qu'elle est criminalisée alors que elle n'est pas une criminelle, elle a dû faire des sacrifices dans sa vie, que venir à Améthyste c'est la chance de sa vie, que sa famille, je crois, a dû faire des sacrifices, qu'elle a eu une bourse, que ça lui a coûté quoi. Et quand on vit en fait cette stigmatisation, ce racisme, excusez-moi, cette misogynie aussi, parce que ça parle aussi de misogynie, et de sexisme, on grandit très vite. Oui. On apprend à être mature, on apprend à se défendre et à comprendre le danger d'où il vient, que ce soit la famine ou que ce soit autrui, ou que ce soit une force surnaturelle, tu vois. Mais on apprend à ce qu'est le danger, à se représenter le danger, à adopter les bons gestes, les bons comportements pour les éviter et donc à mûrir. Et je trouve que cette maturité, je ne la retrouve pas chez Kira, qui pourtant nous décrit un passif extrêmement sombre. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je vais juste faire une petite parenthèse, c'est en fait le public cible ne devrait pas être une excuse pour la pauvreté de son langage. Oui, Botero. Je reprends pour le même exemple, c'est Botero, Elana et Willan, public cible, très jeunes adolescents.
On en parle de la qualité des dialogues, de la profondeur des personnages, le bonbon spirituel que c'est que de juste de lire une description de Botero. Et c'est pas le seul, hein. Je cite Botero parce que forcément c'est le premier qui me vient à l'esprit, parce que maintenant les auteurs jeunesse, j'en connais pas des masses, mais Eric Lhomme c'est pareil. Moi je vais prendre... Moi c'est pas une... Ça devrait pas être une excuse en fait, le fait oui mais c'est possible du young adulte, c'est de la jeunesse, bah non. Non, le young adulte c'est pas de la jeunesse. Dans le young adulte il y a le mot adulte, donc a priori en tant qu'adulte, tu devrais pouvoir avoir accès à cette lecture. Oui. Et en profiter, exactement. Je fais un parallèle très présomptueux, mais quand j'ai écrit La Cafette, je l'ai écrit pour des jeunes gens en fin d'adolescence. Pour des lycéens. Pour des lycéens. Avec un point de vue très avec adolescent. Un point de vue adolescent. Et en fait, j'ai eu la sensation que certains de mes personnages avaient le même niveau de maturité que Kira, alors que eux, je rejoins ce que tu disais, eux n'avaient pas vécu spécialement des choses terribles dans leur vie. Tu as un de tes personnages qui vit quelque chose de terrible et qui est bien plus mature que ne l'est Kira. Parce que justement, les expériences nous façonnent, l'éducation qu'on reçoit nous façonne, et quand on est en proie à un danger, ça se voit rien que quand l'éducation des jeunes filles, quand on dit surtout fais attention, ne porte pas de jupe trop courte, fais attention à l'heure à laquelle tu rentres, fais attention à ton verre en soirée, si jamais tu as un rapport sexuel, protège-toi, prends la pilule, tu vois, parce que... Et du coup, on acquiert cette connaissance à se dire, tiens, faut que je fasse attention parce qu'il y a un risque de grossesse, il faut que je fasse attention parce que sinon je risque de me faire agresser, attends, faut que je fasse attention à ci, et tu acquiers une maturité que les gens qui n'ont pas eu ces avertissements ne peuvent pas comprendre, et non pas. Donc tu acquiers une maturité, et je ne comprends pas pourquoi le personnage de Kira qui est face à la misère n'a pas cette maturité-là. Oui, je suis d'accord. Et c'est ça qui m'intrigue. Parce que les personnages ne sont pas travaillés, il n'y a pas d'incident de leur personnalité ou de leur passif sur leur présent et sur leur façon d'être actuelle. Oui. C'est vrai. Voilà. Il n'y a pas de... Faut pas chercher plus loin que ça, je pense. Alors moi j'ai une question encore au niveau des thèmes qui sont abordés dans ces livres. Qui sont sombres, tu le dis. Qu'est-ce que vous avez retrouvé comme thématique qui était... Et est-ce qu'elle était bien abordée ou pas? Nous on a le racisme, la misogynie, l'exclusion sociale, la lutte des classes. C'est assez... Il y a le monde qui meurt, hein. Ouais, le monde meurt. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde, oui. Ce sont des thèmes qui sont assez sombres et qui, normalement, devraient apporter beaucoup d'émotions. Et malheureusement, on ressent pas ça du tout à la lecture, ni la difficulté pour Kira de se faire sa place à Améthyste alors que c'est une Shona, ni la difficulté qu'elle a à faire accepter son rêve de maîtriser un dragon alors que les dragons n'existent plus, et donc on se moque d'elle, mais en fait ça n'a jamais aucune incidence, ni le choc entre les personnages très haut gradés et les personnages qui vivent dans la misère et qui ont besoin d'une bourse pour être à Améthyste, et en fait on est censé avoir un choc des cultures, c'est que c'est pas hyper violent, en et fait. ça n'est pas abordée de façon profonde. Pour moi, elle pose. Elle reste en fait dans surface. ce qu'elle dit, elle reste très en surface. Pour moi, elle pose ces sujets tu vois, sans en parler vraiment. Elle parle de sexisme vis-à-vis du fait que les femmes ne peuvent pas monter les dragons, qu'il y a une certaine... dragoniste. Oui, il y a une certaine hiérarchie, mais la directrice de l'école est une femme. Donc pourquoi ce sexisme vis-à-vis des dragons? À aucun moment c'est expliqué ou c'est justifié. Et du coup on comprend pas. C'est-à-dire que dans la vie générale, il n'y a pas de problème, c'est pas sexiste. Et avec les dragons, ce serait sexiste. C'est un peu recherché. Kira se fait battre. On spoil, hein, tant pis. Hein, mais Kira se fait battre, je crois, à 2 reprises parce que c'est une
Shona, et encore, avec la licorne, je suis pas sûre que ce soit à cause de la Shona. Ouais, c'est ça. C'est plus une question de rivalité. Les profs sont gentils avec elle. Voilà, elle se fait des amis. Ok, il y a toujours cette répétition de... Parce que c'est de l'explicatif encore. Oui, on est des Shona, mais il y a aussi d'autres élèves qui sont Shona à l'académie. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la seule. Ça veut dire que finalement, les autres élèves commencent à être habitués aussi au fait qu'il y ait des Shona. Il y a des Shona dans la rue. Mais je sais pas, j'ai pas la sensation que ce racisme, en tout cas à Valène, autour, machin, ce soit si explicite que ça. On s'est fait la réflexion toutes les trois qu'on avait la sensation que plutôt que d'avoir inventé un monde avec ses règles, Jupiter Phaeton a repris notre monde dans lequel elle a ajouté des infos. Et du coup, ça fait que les combats qui sont censés être menés dans les mondes qu'elle décrit sont en dichotomie totale avec ce qu'on lit, parce qu'on lit une description de ce qu'on vit nous. Ce serait pas étonnant. Encore une fois, comment on peut vraiment instiller tout un univers différent en si peu de temps. Oui. C'est ça la question aussi. C'est sûr. Et du coup, sur les Sur thèmes les de H. votre livre, est-ce que vous avez des choses à nous dire? En vrai, à part la famille et l'élitisme, j'ai pas forcément... Ça m'a fait rire quand j'entendais Louis dire on est les Shona et puis il y a des Shona et tout ça. En fait, nous, on a eu la même chose avec les H. Nous sommes les H. Ouais. Les une H, Kathleen. Ouais. On a eu le même truc. Ouais, c'était... On a eu le pareil en fait, mais avec les H. Non, c'est encore autre chose, parce que les H, c'est une famille royale, c'est pas de la stigmatisation de leur côté, c'est de l'élitisme en fait. Parce Ouais, que... enfin, c'est la même dynamique, mais juste dans l'autre sens. C'est nous qui devons... Il y a tout un problème un peu de caste qui se tire dans les pattes, et ce sera qui aura la plus grosse, voilà. Enfin... C'est nous qu'on est les meilleurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah après, ouais, c'était en thématique. Moi, j'aurais dit la famille, l'héritage, l'élitisme un petit peu, ouais. Beaucoup l'élitisme. Ouais, t'es pas magicienne, t'es reniée de la famille, hein. Ouais. Donc, Ouais. nous sommes les H, on se serre les coudes, on se sépare pas. Ta gamine, tu vois que finalement elle est pas très douée en magie, tu la renies. Enfin, je sais pas si. Est-ce que c'est de l'incohérence ou est-ce que c'est vraiment l'élitisme, ça? Alors, je sais pas s'il y a un peu des deux, mais en gros, sa mère est une connasse très élitiste qui jure que par le pouvoir, donc le fait que sa fille elle n'ait pas de pouvoir, pour elle, c'est comme si c'était une moins que rien, c'est plus sa fille, quoi. Tu retrouves cette dynamique où les craquemolles et les moldus, c'est des merdes, en fait. Voilà. Ouais, exactement. Tu En retrouves fait, la fille exactement pour ça. sa croix, donc je la cache. Elle est de retour sur Harry Potter. C'est elle qui a commencé. Bon, du coup, on a beaucoup parlé du rythme de publication et d'écriture de Jupiter Phaeton. Alors moi, j'ai trouvé une citation d'elle où elle nous dit « J'arrive à écrire 1h30 à 2h par jour, parfois un peu plus, mais j'écris entre 7500 et 10 000 mots par jour. » Merci pour cette tête, Amélie. Grand bien lui fasse, j'ai envie de dire. Moi, j'écris pas Je suis en hypomanie pour faire ça, mais... Alors moi, la question que je vous pose, c'est bon, elle écrit beaucoup, très vite, d'accord. Comparé à vous, qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que vous pensez qu'en écrivant 10 000 mots par jour, déjà, est-ce qu'on les écrit en 2 heures? Moi j'y connais rien. Minimum en 2 heures, c'est énorme. C'est énorme. Incroyable. C'est même... Moi, j'écris assez vite. Quand je m'y mets vraiment, en 1 heure, je peux atteindre 1000 mots. Et 1000 mots en 1 heure, c'est déjà énorme pour moi. Là, avec les contenus qu'on côtoie, ils peuvent tourner à des 5 mots par demi-heure, voire heure. Ouais. Donc, ouais, ça place là-bas assez haute. Mais après, dans mon point de vue, je trouve ça un peu ridicule de comparer les rythmes entre les différents auteurs, parce qu'il y en a qui vont prendre plus leur temps, parce qu'ils vont travailler entre guillemets en même temps qu'ils écrivent, et il y en a d'autres qui vont vraiment revenir sur leur page. Et c'est sur la fin que tu vas devoir faire tes ajustements qu'au final, le rythme va se regrouper, parce que tu as peut-être pris plus de temps à la confection, mais tu prendras moins de temps à la révision, alors que pour d'autres, ça va être l'inverse. Ouais, moi je suis dans l'inverse C'est pour par ça que ça exemple. me pose un peu de question. Je fais partie des gens qui écrivent vite le premier jet, mais qui après ont beaucoup de travail de réécriture. Alors que moi, je suis l'inverse. tu vois. Alors que toi, c'est l'inverse. Moi, j'ai des premiers jets qui sont très 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 propres et qui nécessitent assez peu de réécriture. Ouais. Donc moi, si j'écris 1000 mots, 1500 mots dans une journée, c'est Nirvana. Hein, Et vous, de votre Après, côté qu'est-ce qu'elle fait dans ce volume de mots, quoi? Est-ce qu'elle le retravaille? Est-ce que c'est vraiment du tapis ou... Voilà, c'est la question en fait. Oui, très bien, tu écris 10 000 mots par jour, Jupiter.
Mais sur tes 10 000 mots, bien tu vas regarder. Est-ce que tout est bon voilà. Alors moi j'étais avec Marine en lisant qui a dit « J'ai l'impression que ce qu'on lit c'est son premier jet Oh putain, ne dis pas ça. C'est dit. Non, je ne l'ai pas dit. En fait, comme il y a énormément de répétitions, je suis améthyste, je suis améthyste, Cette fois, je suis une Shona, je suis une Shona, cette fois améthyste dans le chapitre 1. je suis stigmatisée, je suis victimisée, je suis dans la misère. En fait, quand tu as autant de répétitions, on se demande si effectivement il n'y a pas des choses qui auraient dû être coupées, parce que c'est dû une fois... voilà, il y a des moments c'est intégré quoi. Alors je peux comprendre les effets de narration, je suis améthyste parce que c'est le rêve de sa vie et elle en croit pas ses oreilles, elle en croit pas ses yeux, c'est génial, voilà tu vois je peux comprendre, mais en fait quand c'est accumulé avec autant d'autres répétitions à côté, tu te dis bon est-ce que c'est un effet de style ou est-ce que c'est Le texte n'a pas été retravaillé. C'est un texte qui n'a pas été retravaillé. Et effectivement quand on écrit 7500 à 10 000 mots dans une journée en écrivant 2 à 3 heures, faut pas trop réfléchir aux phrases que t'écris, tu vois. Faut pas aller regarder sur Synonymo les synonymes, faut pas prendre le temps de regarder dans le dictionnaire les définitions, savoir si on a utilisé le bon mot, les bonnes tournures de phrases, est-ce qu'il n'y a pas un verbe là qui aurait pu être plus précis que ce que j'ai utilisé, voilà. Est-ce que l'adverbe là, il est vraiment bien placé? Est-ce que c'est celui que je voulais? Est-ce qu'il est utile? Parce que les adverbes... Est-ce que dans ma construction stylistique, oui parce qu'il faut en parler, hein, est-ce que dans ma construction stylistique j'utilise des figures de style? Si oui, lesquelles? Elles sont redondantes? Pourquoi? Est-ce que je pourrais en mettre une autre? Oui, non, tu vois? Est-ce qu'elles sont utilisées à bon escient? Oui, et oui, c'est ça, parce que ça crée des effets hein, dans la narration. C'est pour ça qu'on nous les apprend quand on est au collège et au lycée. Hein. Faut pas croire, hein, mais tout ce qu'on apprend n'est pas jetable. Et j'ai fait des études scientifiques, ok, je tiens à préciser. Donc moi, je ne suis pas passée par des études littéraires. Young adulte, il y a le mot adulte. C'est pour des adultes. Et quand tu écris pour des adultes, les adultes ont déjà un background littéraire beaucoup plus étoffé que les jeunes, exigeants, vont être beaucoup plus exigeants dans ce qu'ils vont lire. Donc est-ce qu'elle garde sur les 10 000 mots les 10 000 mots qu'elle a écrits, ou est-ce qu'elle en vire la moitié? Tu vois, ça aussi, ça joue. Le duplex a-t-il quelque chose à ajouter? Est-ce que vous, parce que nous on a donné nos rythmes d'écriture, Rosa et Lupi, quand vous écrivez vraiment à fond, genre vraiment, c'est quoi vos rythmes? Ça dépend beaucoup. En fait, alors moi déjà, le premier jet, c'est à la main, très souvent. Moi aussi, donc je peux faire le temps de mots. Donc je peux pas vraiment dire un nombre de mots que je peux écrire, mais en gros, en rythme d'écriture, j'essaie d'écrire... alors mon objectif, c'est d'écrire 3 heures par jour. Ok. Objectif que j'atteins pas tous les jours. Ça dépend des matins. Après, souvent, j'essaie d'écrire un maximum le matin, avant de commencer ma journée de travail, parce qu'après je sais pas quand est-ce que ça termine. Des fois, au bout d'une heure et demie, j'ai mon cerveau qui est complètement fondu, quoi, qui est complètement cramé. Des fois j'écris 2 heures, des fois j'écris 3. Après le week-end, je peux faire des sessions où j'écris 4-5 heures. Ça m'est déjà arrivé d'écrire 6 heures d'affilée, mais ça c'est exceptionnel. Après en nombre de mots, en vrai je saurais pas dire du tout, parce que c'est même pas représentatif, parce que dans tous les cas, après quand je passe au clavier, il y a déjà eu le premier jet papier, il y a déjà eu une relecture papier. Ah oui, d'accord, forcément. Et après, on retape. Donc après, c'est encore différent de faire le premier jet directement au clavier, quoi. Mais je fais pas 10 000 mots par jour. Le soir, j'ai jamais fait. 10 000 mots en une journée, c'est incroyable. C'est ce qui se passe pour moi dans Fight for Words. Mais du coup, après, en 2 jours et 2 soirées, 2 nuits, moi j'écris beaucoup la nuit. J'écris jusqu'à 20-25 000 mots sur un Fight for Words. Mais après, j'ai énormément de travail de réécriture. Voilà, c'est ça. Sur les 25 000 mots. Sur les 25 000 mots, il doit y en avoir un bon gros tiers qui jarte. Hein. Et je veux dire, tu réfléchis pas quand tu écris. Non, tu écris de façon mécanique, tu fais venir les choses comme elles viennent, et après, le travail est en réécriture. Et du coup, le travail de réécriture de mes Fight for Words, il me fait peur. Parce que du coup, j'ai tellement écrit d'un coup que le moment où je relis,
j'y passe énormément de temps. Après, quand tu fais un Fight for Us, c'est hyper exceptionnel, tu vois. Oui, Et c'est puis ça. ça dure pas pour le long terme, c'est Non, un non. week-end ponctuel. Et... Exactement. Parce que là, en fait, Jupiter Phaeton, du coup, elle se fait un Fight for Us, mais tous les jours. Ouais, c'est ça. Oh, purée. Exactement. Je sais pas comment il fait. Non mais c'est vrai, moi j'écris 5 heures, il y a 1500 mots qui sont pondus et j'ai l'impression d'avoir... Mon cerveau il est fondu quoi. Fondu. Ouais. C'est vraiment, j'ai de la bouillie à la place du cerveau. La seule fois où ça m'est arrivé pour écrire ma Dark Fantasy L'Ombre Blanche, c'est les 97 000 mots, je les ai écrits en un mois, je crois. Corrige-moi Rosa si je me trompe, mais je tournais entre 4000 et 7000 mots par jour. En Waouh. 6 semaines, je crois. Ouais, mais que, toujours est-il que c'était t'écris dans pas des 90 000 mots en 2 conditions, semaines. très particulières. Tu peux Je ne recommande à personne. Ouais. Et juste après, la redescente est très difficile, mais ouais, ça faisait une quantité parce que le cerveau est constamment en ébullition, il ne tient pas en place, t'es focalisé sur vraiment une chose en particulier. Je l'ai fait bêta lire, il est allé loin dans le processus de sélection de Big Bang, il n'a pas été retenu, mais c'est pas impossible après de travailler comme ça sur des grosses quantités de mots sur le long terme. Mais ça demande voilà, des dispositions particulières, je pense, quand tu fais ça au quotidien. Après, je pense qu'elle a beaucoup d'automatisme. Ah bah ça se ressent dans l'écriture de toute façon. On dit depuis tout à l'heure, ça se ressent après quand on le lit, quand on relit le résultat final, et je pense que dans son premier jet, ouais, tu peux écrire beaucoup comme ça, si c'est directement au clavier, et qu'en plus de ça, t'as tes mécanismes, t'as tes automatismes d'auteur, bah ouais, let's go, tu vois. Alors que maintenant, ouais, non, je travaille à la scène en fait. Si ma scène doit faire 3000 mots, je vais écrire les 3000 mots Enfin, mes sessions, elles durent pas plus de 2-3 heures. J'écris de manière très chaotique. J'ai aucune régularité, c'est... Pareil. Je cherche une analogie pour expliquer un peu ce que c'est d'écrire 10 000 mots par jour, mais je sais pas, c'est comme si tu courais un semi-marathon tous les jours. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est un peu ça. Il n'y a que le Galatine. C'est un petit peu ça. Tous les jours, tu cours 20 km. Bon alors vous n'avez pas trop apprécié votre lecture. Néanmoins, c'est des livres qui se vendent très bien parce qu'elle vend 2000 exemplaires par mois en moyenne. Wow. Et elle a une note moyenne sur Booknode de 7,91 sur 10. Comment est-ce que vous expliquez le succès de ces livres si vous arrivez à l'expliquer ? En fait, malgré toutes les critiques qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, je trouve qu'après ce qu'on a lu là, on peut pas dire que ce soit mauvais. Oui. Ce serait être de mauvaise foi de dire que vraiment c'est mauvais. Moi j'ai trouvé que ça se lit, même si ça m'a pas passionné. Après je suis pas non plus public cible. Et je pense qu'en fait peut-être que nous on a été super critiques avec notre lecture parce que justement comme on est autrice et qu'on voit les ficelles en fait. Et je pense que c'est pas le cas d'énormément de lecteurs. Et je pense qu'elle a un lectorat qui en fait, accepte très bien ces ficelles. Et peut-être même c'est un lectorat qui vient chercher ça. Il y a des lecteurs qui aiment bien justement être pris par la main et être embarqués. Et puis oui, c'est des schémas narratifs qui sont faciles, c'est des personnages qui sont faciles, mais il y a beaucoup de lecteurs, ça les dérange pas, au contraire. Je pense que quand tu es vraiment lecteur et que si tu as envie de te faire une fantaisie qui est pas prise de tête et puis qui te prend par la main et puis voilà, vas-y, le 3 des magiciens, il y a 3 tomes et tout, ça a l'air sympa, pourquoi pas, quoi, tu vois. T'as vraiment un effet télé-réalité en fait. Tu poses ton cerveau comme dans la narration, on t'explique tout, t'as pas besoin de réfléchir, tout est déjà servi. Et surtout, elle le dit elle-même, elle surfe énormément sur les modes. La mode des magiciens, un truc comme ça, elle sort le trône des magiciens. Là, on est sur la période dragon, elle sort des trucs avec des dragons et un truc d'académie. Elle s'adapte en fait énormément au mode et en ce qu'elle fait, elle le dit dans ses interviews, je sors pas ça d'un chapeau, c'est qu'elle regarde ce qui fonctionne en fait dans les pays anglo-saxons parce qu'en général, c'est la pré-vague avant que ça n'arrive en Europe. Oui. Et elle préchote en fait ce genre de choses. Et là, pour l'Académie Dragon, elle avait vu que le phénomène Fortlings, ça allait arriver en France. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a préchoté le truc et dans Golden, elle a fait un truc avec des dragons. Et là, cet effet de mode qui, je pense, est un facteur important aussi. Non, mais je pense qu'elle a un plan marketing du feu de Dieu.
Moi, je pense qu'elle est Ah très ouais, très sur douée. la Ouais. marketing, elle est irréprochable. Hein. Ah ouais, business plan et tout, elle est incroyable. Hein. Ah ouais. Elle mise énormément sur le numérique aussi. Bah, la preuve, on l'a tout écouté en audio. C'est que le business plan, il fonctionne. Les gens on s'est intéressés par Instagram. On a communiqué sur Instagram. On a tout acheté le livre en audio. Et on a tout écouté le livre en audio. Tu l'as pas Et moi, acheté je l'ai pris en e-book Ouais, aussi. en plus. Donc, Non, mais le business plan, il est imbattable. Hein. Il est rodé, quoi. D'ailleurs, elle le dit qu'elle est plus maintenant chef d'entreprise qu'autrice. oui, bah ça m'étonne Ça pas. m'étonne. Elle le dit. Avec une centaine de livres à son actif, je sais pas si tu te rends compte, mais 93. il y a des petites maisons d'édition qui n'ont pas autant de dans leur bibliothèque, quoi. Bah, la maison d'édition du 7e Ouais. ciel avec laquelle je travaille, ils ont 53 livres sortis. Et 53 livres sortis en 5 ans, c'est énorme pour une petite maison d'édition. Donc, C'est vrai, ça fait un peu moins d'un par mois, ouais, c'est pas mal déjà. elle est devenue une maison d'édition à elle toute seule. Hein. Elle a monté d'ailleurs sa maison Ah ouais, d'édition. ouais, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle a monté sa maison d'édition pour éditer ses livres. Alors j'ai pas réussi à creuser plus que ça parce que j'ai pas pris le temps. Mais elle travaille visiblement avec Hachette de ce que j'ai compris. Ça m'étonnerait pas. Bah, Hachette, c'est un gros distributeur. Hein, Oui, donc, c'est un très gros distributeur, mais ça veut pas dire que tu travailles avec la maison d'édition, tu travailles avec Oui. le service de distribution. À fouiller, parce que je n'ai pas fait. Je pense que nous, dans notre cas, on n'a clairement pas été le public. Mais Oui, je comprends qu'elle a appris. Complètement. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est exactement ce que tu disais, Rosa. Nous, on n'a pas été sensible à sa plume, à ses personnages, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lectorat. Ça ne veut pas Exactement. dire qu'il n'y a pas un lectorat pour ce genre de livre. Et On n'est pas celui-ci, on n'est pas le public cible. Bon, bah, du coup, on donne notre avis en tant que non-public cible, mais visiblement, c'est que ça marche. Donc, il y a un public, elle a des fans. Alors moi j'ai cherché un petit peu sur Babelio, sur Amazon, sur Booknode, etc. les critiques et elle n'a que des critiques positives. Oui. Tu as cherché. J'ai même- cherché désespérément des critiques négatives. Parce qu'elle vise bien son lectorat. Mais Elle oui. vise bien, elle a compris ce qui marchait, sur qui, sur quoi, et du coup, elle vise ces personnes-là, et du coup, forcément, il n'y a que des lecteurs qui sont intéressés par son livre, qui le lisent. Donc, du coup, elle a de très bonnes notes, et c'est exactement comme ça qu'il faut fonctionner. Mhm. Une dernière question sur les couvertures, sur les graphistes, parce que Charlène, c'est toi qui fais les couvertures de tes livres Et des de livres Rosa. de Rosa. Et des livres de Rosa. Alors, on aimerait avoir un peu ton expertise sur ces couvertures à elle. Expertise, c'est un bien grand mot, mais c'est une manière de mettre en tête. Mais ce qui m'avait frappé quand justement je suis allée dans le catalogue de ces bouquins, c'est que il n'y a pas une seule couverture qui se distingue de l'autre. Elles sont, pour ainsi dire, identiques dans leur composition, jusque dans le trait, dans la composition, dans le titre. Les titres sont très proches les uns des autres, en termes dans les choix de mots. C'est systématiquement un personnage avec soit un autre personnage ou alors un compagnon animal, pour ne pas citer le loup. Je pense qu'elle n'a pas non plus 36 000 collaborateurs ou collaboratrices pour faire ses couvertures. Enfin, le style est très semblable, donc ça ne m'étonnerait pas. Et effectivement, quand tu arrives au bout de 16 sagas, je pense que tu as aussi épuisé plus ou moins ta diversité créative, quoi. Quand je voyais ça me faisait beaucoup penser au style des couvertures de la maison d'édition Milady des années 2000. Je sais pas si vous voyez. Ça me dit quelque chose. Ouais, moi aussi, le nom me dit quelque chose, mais je vois pas du tout. C'est des livres un peu poche où qui est très axé sur de la bicrite, comme elle peut faire avec certaines choses, hein, puisque elle-même elle en écrit, donc ça correspond. Donc en fait, on est beaucoup dans la vibe, sauf que comme son genre est très centré là-dessus, on a vraiment une diversité de couvertures qui est proche de zéro. Ouais. Alors la composition est très simple, hein, pris au cas par cas. Ouais, la couverture fonctionne, mais c'est pas transcendant. Après, son graphiste, c'est le taf, il n'y a pas de souci, mais il y en a, on s'arrête devant et on se dit non, ça c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle on a choisi notre livre. Alors, du coup. C'est que ça a marché.
C'est que C'est ça a est-ce qu'on peut se marché. dire, du coup, est-ce que cette couverture était. Mais après, on l'a pris mal. Enfin, j'ai envie de dire pour la mauvaise raison. Parce que ce livre-là, si je le croise en librairie, je le regarde, je fais non, ça va pas être possible. Et je le reprends. Oui, voilà, c'est ça. Le trône des magiciens est différent. Le trône des magiciens, il reprend un peu cette vibe dans les couvertures qu'on a actuellement sur la fantasy. Oui. Où on a justement juste ce titre qui est mis en valeur avec une illustration de fond. Généralement, c'est par exemple de ruines et de cendres, vous savez, ces titres un peu composés Ouais. de machins et de trucs, où on a juste vraiment ce titre qui est un petit peu mis enjolivé. Donc c'est vraiment la couverture un peu typique actuellement, mais en fait, sa forme, là aussi où elle est très forte, c'est que c'est un repère. Dans le lectorat du young adulte, on sait tout de suite que ça, hop, ça va être une fantaisie un petit peu, on peut pas dire mainstream, mais enfin si, parce qu'au final, c'est devenu ultra populaire. Et... Pas dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est tout, on a l'identité tout de suite de ce que c'est. Et pour conclure, si vous deviez conseiller à des gens qui aiment Jupiter Phaeton autre chose pour aller voir un peu ailleurs ce qui se passe, vous conseilleriez quoi? Oxapoloch. Moi, c'est le premier qui me vient. Ah, si vous aimez les dragons, lisez Eragon. Hein. L'épouvanteur. Ah, super! Botero. Botero. Ah bah oui, Botero, Eric Lhomme aussi, comme association, faut lire comme association. Comme association, c'est trop bien. Eric Lhomme, Nouvelle Spark. Tara Tara Duncan. Duncan. Eric Lhomme est surtout connu pour le livre des étoiles, que je recommande, qui est très bon, et d'ailleurs qui a aussi participé à la rédaction de la saga de Acom Association. Voilà, c'était le Eric Lhomme, j'adore cet auteur. Ouais, humainement, il est génial aussi. Hein. Elisabeth Lim aussi. Si vous Elisabeth aimez, Lim, oui. si vous aimez la C'est Couronne romance, écarlate. Non, mais même, elle en a écrit plusieurs. Elle a écrit plusieurs sagas comme ça. Et Chris c'est sympa, hein. Viglidevic. Oui. Et Porcelaine sous les ruines. Porcelaine sous les ruines. Porcelaine sous les ruines. Du coup, de Ada Violeta. Ouais. Après, pour la version non francophone, je sais pas si on est autorisé à proposer. Bah si, vous avez proposé Eragon et puis nous les commentaires, mais il y a Lee Bardugo qui fait avec Grisha et surtout Six of Crows, qualité topissime. Ouais. Mais en fait, en général, les romantasy et les fantasy, urban fantasy qui fonctionnent en ce moment. Vanessa Altmeyer. C'est une autrice qui est très... C'est parce que j'y ai pas pensé quand j'ai réfléchi aux questions, mais Vanessa Altmeyer qui est une copine, coucou si tu passes par là, et qui est une autrice qui vend pas mal sa saga qui s'appelle Fortil, qui est une très très bonne saga de Bitlit qui fonctionne très très bien. Et Laura Motingrave avec les hurlements d'automne. Mais oui, ma nouvelle meilleure amie. Voilà. Parce que j'ai fait beaucoup de bisous si elle passe par là. Elle va passer par là, elle passe souvent par là. Je peux lui envoyer la vidéo d'ailleurs. Ouais, je pense que ça lui ferait plaisir. Ça lui fera plaisir. Si le livre est à l'image de son autrice, je pense que je vais bien me plaire. Ah oui, non mais tu vas kiffer. C'est sûr. Tu l'as lu? Ah moi j'ai lu les deux et j'ai lu les recueils de Confessions de Chimère là. Moi je suis à fond dans son univers. J'aime trop ses personnages, j'aime trop ce qu'elle fait, je suis trop fan. Je suis trop fan. Et regarde, il y a un petit chien. Le cachant. Oh. Ah, rien que pour ça, ça mérite d'être acheté. Attends. Voilà. Et dernière proposition aussi, si les gens aiment bien l'urban fantasy, je recommande alors la saga dans son ensemble de Shadowhunters de Cassandra Clare. Ok. Pour conclure, un mot ou une image pour résumer votre expérience avec Jupiter Phaeton? Non, je Next. Désolée. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit next. Mais non, Moi, je dis- j'ai pas pensé à ça. Moi, c'est sorti tellement naturellement. Je suis désolée, ça va paraître hyper condescendant, mais moi le mot qui me vient c'est l'ennui. Ouais, aussi. J'ai vu le crispement de la mâchoire de Marine. Toi t'as le droit de répondre à ta propre question. Oui, j'y avais même pas réfléchi. Ah, bravo. Oui, j'ai réfléchi aux questions à poser et pas aux réponses à donner, voilà. En vrai, un lit et un bon oreiller. Oh, t'es dur. Oh, t'es dur. Non, ça se lit quand même. Enfin, je veux dire, moi, Ça se lit. j'ai eu vachement pire entre les mains. Ah mais oui, bien sûr Oui, que ça. t'as eu. Mais c'est le genre de truc qui est très bien pour t'endormir. Tu lis avant de t'endormir, tu t'endors très bien. Expérience. Expérience. Parce que ce fut une expérience.
C'est vrai. Oh là là, comment Et, ils je essayent suis- de pas du tout. Bon de terme. Je suis content d'avoir fait l'expérience, malgré tout. Voilà. Et d'avoir partagé ça avec vous. Et toi? Je te mets dans la merde, hein. Un petit peu, non, mais fallait découverte. Fallait découvrir. À un moment donné, ça fait longtemps qu'on la voit passer sur les réseaux sociaux. Elle est venue, je crois que Christelle l'avait interrogée avant. Christelle Le Bailly. Voilà. Pour ceux qui sont pas... Je crois qu'il y a eu plusieurs interviews, dont, comme tu as dit, Margot de Seine, Les mots raturés. Voilà, elle fait du bruit parce qu'elle publie énormément de livres. Et c'est Et quand assez exceptionnel. Ils sont très bien placés sur Amazon. Exactement, donc forcément, c'est une découverte. Je suis contente de mon expérience. Même si l'expérience n'a pas été concluante pour ma T'es part, contente d'avoir je testé. suis contente d'avoir testé. Au moins, je mangerai pas de bête. Très bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ben Voilà. merci à toutes d'avoir lu déjà Jupiter Phaeton et d'avoir répondu aux questions. Merci Erika de ce merveilleux travail de journaliste. On peut applaudir, je pense. Je m'applaudis moi-même. Elles ont pas la caméra, je vous fais des cœurs. Moi j'ai une demande spécifique, c'est est-ce qu'on peut faire une jolie miniature s'il vous plaît? Oh, tu m'as gueulé dans les oreilles. Pardon. Ah la vache. Non mais oh là 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 là. Surtout tu fais attention au montage, Mimi, parce qu'on n'a pas toujours Ah été oui. gentils. Ah mais t'inquiète, Et là il y a la sur moitié qui vire au vu le- montage, hein, je pense. Vu le lectorat qu'elle a, on va se prendre une touche sur les réseaux. C'est pas grave. Mais de toute façon, la vidéo pour l'instant elle fait 1h44. C'est pas grave, hein, mais je te si, dis. pour moi c'est assez important quand même. Non mais c'est pas grave, je vais couper. Oui. T'inquiète. Petit bisou. Alors petite oui après on va faire une vraie conclusion à la vidéo quand même. Hein. Mais une petite miniature. On déconne. Sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo de Beaucoup trop longue. beaucoup trop longue de critiques absolument personnelles, je le rappelle, Avis non sollicité surtout. avis non sollicité et très Ah ouais. personnel, On passe une cité. n'aura ébranlé personne. Que nous souhaitons tout le bonheur du monde à Jupiter Phaeton et de continuer Ouais. à gérer Carrément. aussi bien son lectorat Ah ouais, non, mais et c'est son un business dingue, hein. plan qu'elle le fait parce que belle gosse, Ouais, Ah, clairement belle franchement, gosse. on s'incline tous. Hein. on s'incline toutes, ouais. Et moi je lui souhaite, vu qu'elle a monté sa maison d'édition, d'éditer plein de gens pour qu'on ait plein de nouveaux trucs à lire. Exactement. Nous lui souhaitons donc énormément de bonheur dans ce qu'elle fait et de joie dans son métier et de succès et de réussite. D'être fière de ce qu'elle fait, peu importe les avis des Même si prolos on est comme nous. aigris, même si nous on est Mais c'est aigris. pas juste Polo. Tu sais, toute personne qui s'expose à la critique à un moment donné. Oui, bien sûr. Voilà, et peut-être qu'un jour elle passera sur cette vidéo, peut-être jamais. Peut-être un jamais. jour elle verra cette vidéo et se dira peut-être que, ou alors peut-être que non et je m'en fous, et puis c'est tout. Elle Et a puis le elle droit aura de raison. trouver qu'on est aigri et qu'elle veut pas nous écouter, et elle a le droit de trouver que peut-être on dit des trucs un peu intéressants des fois. Et dans les deux cas, elle aura raison. Et dans les deux cas, elle aura raison. De toute Voilà. façon, c'est un avis non sollicité, je le rappelle. Et je rappelle. Ouais. Merci Rosa, merci Lupi, merci Marine, merci Erika d'être venue sur ma chaîne pour Bah merci à donner toi de nous votre avoir avis. invités. Voilà. Voilà. Je passe un peu trop de temps sur ta chaîne, je trouve. Je plaisante. Je fais des cœurs. Non, je dis des bêtises. Des bisous YouTube et on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Ciao.